Bonsoir. Alain Prost abandonne la Formule 1. L'abbé Pierre se transforme en squatteur. François Mitterrand rend visite aux victimes des inondations. La Constitution française sera sans doute révisée. Mandela demande à l'ONU de lever les sanctions contre l'Afrique du Sud. Le faux président Routskoï défie toujours le vrai président Yeltsin à Moscou. La poste française participe au tour du monde à la voile. L'essence va augmenter et le temps est exécrable. Chronique d'une journée ordinaire, marquée tout de même, vous l'aurez remarqué, par les coups d'éclat de deux hommes, celui de l'abbé Pierre, toujours vaillant, à 81 ans, on va en parler, et celui d'Alain Prost, retraité à 38 ans. Laurent-Frédéric Bollet. Cela semblait être une journée comme les autres pour Alain Prost. Enfiler sa cagoule, son casque, monter dans sa Williams Renault et pour ce 14e Grand Prix de la saison au Portugal, tenter d'aller plus vite que les autres. Seulement à 15h34 cet après-midi, Alain Prost annonce son abandon de la Formule 1 à la fin de la saison. Une décision mûrie depuis un mois, assumée entièrement seule. Dans la carrière d'un sportif, il y a toujours un moment où on commence et il y a un moment où on arrête. Le tout, c'est de trouver le bon moment pour arrêter. Le bon moment qui n'est pas toujours le bon moment pour les autres, mais en tout cas pour soi-même. Dans une carrière de sportif, c'est toujours, ou en tout cas le caractère d'un sportif, c'est toujours un peu égoïste. C'est ce qui fait aussi une des qualités pour arriver là et pour rester au top. Et bien entendu, cette décision est aussi certainement égoïste. Alain Prost qui est apparu souriant, décontracté, presque soulagé d'avoir acquitté la formule reine de l'automobile dont il est le roi depuis bientôt 14 ans. Prost veut, dit-il, quitter la F1 à son apogée, sous-entendu avec un 4e titre de champion du monde dans la poche. Ce sera peut-être chose faite dès ce week-end. Prost néanmoins qui s'estime victime de pression et de critiques, cela aussi a compté dans sa décision. Enfin, ne pas oublier son grand rival Ayrton Senna qui a annoncé qu'il quittait McLaren, sans doute pour remplacer Prost chez Williams. Dans un mois et demi, Alain Prost, 38 ans, déjà 3 fois champion du monde, 51 fois vainqueur d'un Grand Prix, quittera donc la Formule 1. Il y avait débuté en 1980 sur McLaren, puis sur Renault, avant de revenir chez McLaren, qui lui avait apporté ses plus belles victoires. L'homme est controversé, mauvais joueur, mais le pilote demeure magistral. C'est sûr, un grand vide se prépare dans le monde de la course. L'abbé Pierre, squatteur parmi les squatteurs, l'avocat des sans-abri, est allé en personne avenue René Coty à Paris pour obtenir le retour des familles expulsées. Il entend y rester. Valérie Gagé, Philippe Boisserie et Daniel Lefebvre sont sur place. Il n'a pas eu peur de braver la foule malgré ses 81 ans et une santé précaire. Il n'a pas eu peur de défier les forces de l'ordre lui empêchant l'accès de cette ancienne école où s'étaient réfugiés des sans-logis. Son combat de toujours était encore son combat de ce jour. Je ne quitterai pas ce trottoir tant que ne sera pas respectée la décision de la Cour d'appel et tant que n'aura pas été ouverte une porte pour que ces familles entrent là où la Cour d'appel leur a donné le droit d'abriter leurs familles et leurs petits-enfants. Je ne sortirai pas de ce coin de trottoir jusqu'à ce que cela soit fait. Sa détermination que les 17 familles expulsées fin août et toujours sans toit puissent faire valoir, ce que la Cour d'appel a décidé le 17 septembre. Un délai de 6 mois dans ces lieux pour trouver enfin une solution. Seul problème, l'arrêt reconnaît aussi la légalité de l'expulsion décidée par la mairie de Paris, même si les magistrats rappellent que le droit au logement est affirmé par la loi. Il y a eu des lois votées, il y a eu des textes qui ont retenu le droit au logement, sans aucun doute. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on a un droit, on puisse justement utiliser des moyens illégaux pour appliquer ce droit. Les juges ont estimé, eux, que c'est contraint par la nécessité qu'ils ont occupé les lieux, après des demandes de logement adressées pour certains depuis 6, 7, voire 8 ans aux offices HLM. Leur message n'a pas forcément été entendu. La voix chancelante de l'abbé Pierre aura peut-être plus de portée auprès de Jean Tibéry, arrivé sur place il y a quelques instants. Pas d'alarme météo ce soir, mais le ciel est toujours gris et lourd et la Corse, comme la Provence, en a beaucoup souffert. Reportage de Caroline Laudrin et Gilles Ragri. Comme une menace permanente, le ciel gris a pesé toute la journée sur la plaine orientale et l'étang de Bigoulia. Après une nuit plutôt calme, l'heure était ce matin au premier constat. À Luciana tout d'abord, au sud de Bastia, où la catastrophe a été évitée de justesse. 2 femmes et un bébé se trouvaient hier soir au rez-de-chaussée de cette maison lorsqu'un torrent de boue s'est engouffré par les fenêtres. En bas, donc dans l'appartement, qui tapait, qui criait, qui n'arrivait plus à ouvrir la porte. J'ai voulu nager jusqu'à la route pour essayer d'appeler quelqu'un parce que
Quand on a appelé les pompiers, ça a coupé, on s'est dit peut-être qu'ils n'ont pas eu notre appel. Quand on a vu monter l'eau, oui, il y avait les femmes qui commençaient à rouspéter. Hein. Ils criaient. Ils avaient peur. Cet après-midi encore, 10 000 foyers étaient privés d'électricité. La centrale électrique de Luciana est inondée elle aussi et ne devrait pas produire d'électricité avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Tout le monde parle ici de fosses et de drainage pas assez entretenus, de nivellement, de construction qui ne permettent plus à l'eau de s'écouler naturellement. De l'autre côté des montagnes, sur la côte ouest de la Corse, les viticulteurs de Patrimoniaux font eux aussi leur bilan. Certains, comme Antoine, ont été frappés par la tempête en pleine vendange. Dans les vignes, on ne peut pas rentrer. De l'autre côté aussi, il y a des fossés d'1,50 m dans les vignes. On ne peut plus passer avec les tracteurs, avec les remorques. Il va falloir remonter toute la terre et essayer de récupérer la récolte qui reste. Les 15 viticulteurs de Patrimoniaux n'ont pas perdu le sourire pour autant. Le millésime 93 devrait être, parole d'expert, à marquer dans les annales du vigneron. Et à Castagnier, au nord de Nice, un rocher de plusieurs tonnes a éventré une maison. 2 fillettes ont été blessées. Christophe Tortora. Les pompiers estiment à plus de 10 tonnes le poids du rocher qui a dévalé cette pente avant de s'encastrer dans cette villa au nord de Nice. Les 2 fillettes qui dormaient à l'étage ont été précipitées au rez-de-chaussée, 2 mètres plus bas. Choquées et légèrement blessées, elles ont dû être hospitalisées. J'ai voulu rentrer dans la chambre des enfants et la porte était bloquée. Et quand j'ai pu rentrer, je suis tombé dans le trou parce qu'ils étaient tombés avec le rocher donc, dans la cave. Donc on était obligé avec les voisins de faire le tour, casser la porte et puis rentrer pour dégager. La grande, on l'a dégagée de suite, mais la plus petite, il a fallu à peu près une demi-heure. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région ces derniers jours sont bien sûr à l'origine du sinistre. Une entreprise spécialisée devrait commencer dès demain la consolidation des parois de cette falaise. En attendant, la municipalité de Castagnier a décidé d'évacuer tout le quartier. Le centre de la France a été également touché par les orages, comme la Haute-Vienne. Plusieurs communes sont aujourd'hui sinistrées, par exemple Saint-Yrieix, qui a reçu un visiteur inattendu, François Mitterrand. Le président de la République a demandé à l'administration de marquer sa solidarité à l'égard des victimes de ces intempéries. Les dégâts sont dus bien sûr à la rudesse des orages, mais parfois aussi à l'inconscience des hommes. Il arrive que des permis de construire soient accordés avec une trop grande facilité dans des zones inondables. L'enquête d'Anne Poncinet et Jean-François Georgetti à Pertuis en Ardèche. C'est un endroit qui n'aurait jamais dû être construit. Seulement, il y avait peut-être un peu trop d'argent à prendre. C'était des vignes qui avaient ici une source. Ils ont rasé les vignes et le permis de construire, on se demande comment ils l'ont eu. Cette question posée hier par une sinistrée juste après la catastrophe restait aujourd'hui une des principales interrogations des habitants de cette cité de Pertuis. Car les locataires n'en sont pas à leur première inondation. C'est la première fois que ça vous arrive? C'est la deuxième fois, les gars. Cette fois, il y en a. Ah, le bol, hein. Ça fait déjà 3 fois que ça nous arrive. On nous promet un tas de choses et puis finalement, à la sortie, on n'a rien. Comment donc a-t-on pu construire ces habitations avec rez-de-chaussée si près de la rivière ? Le maire explique qu'il n'était pas en fonction au moment de leur construction et que depuis son élection, il refuse tout permis de construire sur les rives de l'Aise. Que peut-il faire? Améliorer l'évacuation des eaux de Pertuis, mais les travaux sont évalués à 40 millions. Enfin, pour les zones les plus exposées, il faudrait peut-être envisager des solutions plus radicales. Concernant les locataires, ce que j'ai demandé, ce que je suggère, c'est que certaines maisons les plus exposées, et vous avez vu celles qui ont le plus reçu, soient carrément abandonnées, soit détruites. Mais le maire ne peut en décider ainsi tout seul, puisque ces HLM dépendent d'un office départemental. Pris entre les conflits de compétences et les responsables successifs, certains habitants commencent à se lasser, car cette fois, ils ont eu vraiment peur. La bonne nouvelle tout de même vous sera donnée ce soir par Isabelle Martinet. Le ciel se calme, Isabelle. Effectivement, Paul, j'ai le plaisir de vous annoncer cette bonne nouvelle. Et heureusement, car non seulement nous avons subi des pluies diluviennes correspondant pour certaines régions à plusieurs mois de précipitations, mais encore il a neigé dans les Pyrénées centrales au-dessus de 2000 mètres. Nous ne sommes pourtant pas le 24 décembre, mais bien le 24 septembre. Cet épisode pluvieux orageux va prendre fin, mais pour autant ce n'est pas le retour du soleil. Regardez, c'est plutôt un temps qui va rester maussade et pluvieux, en tout cas sur un large quart nord-est, mais rien de comparable avec ce que nous avons vécu ces jours derniers. Ailleurs, encore de nombreux passages nuageux et l'arrivée d'un nouveau front sur le sud-ouest. Merci Isabelle, on vous retrouve à la fin de ce journal.
Le Conseil d'État a donc suggéré, on s'y attendait, une révision de notre texte sacré, la Constitution, sur le droit d'asile. Édouard Balladur est satisfait, il le souhaitait. Reste à connaître maintenant la réaction de François Mitterrand. Jean-Baptiste Prédaly. Le 13 août dernier, le Conseil constitutionnel censure une partie de la loi Pasqua sur l'immigration. Le droit d'asile y est remis en question, estiment les sages du Palais Royal, contraire à la Constitution. Réplique de Charles Pasqua. La France risque d'être obligée d'accueillir des réfugiés refoulés par d'autres pays d'Europe, contraire aux accords de Schengen. Il faut modifier la Constitution, au besoin par un référendum. Un référendum sur le droit d'asile. François Mitterrand a déjà sa réponse. De ce point de vue, un référendum, je crois qu'il ne faut pas trop compter sur moi. L'affaire juridique est devenue politique avec menace sur la cohabitation. Édouard Balladur, lui, est partisan d'une réforme de la Constitution. La France doit pouvoir appliquer normalement les accords de Schengen. Pour cela, une adaptation de portée limitée de la Constitution doit être étudiée. Réticence de l'Élysée, exigence du gouvernement, le compromis passe par le Conseil d'État. Saisi le 7 septembre, il a suggéré hier soir une réforme limitée de la Constitution. En principe, cela passe par le Congrès et le vote d'une loi proposée par le gouvernement. Une façon d'inscrire dans la Constitution l'application des accords de Schengen. Mais pour le Congrès, il faut l'accord du président de la République. Sur le droit d'asile et la Constitution, l'Élysée et Matignon devraient à nouveau discuter. Cohabitation courtoise oblige. Si vous êtes intéressé par ce problème, je vous recommande la lecture du livre d'Anne Tristan, publié par les éditions Stock. Elle s'est déguisée, si j'ose dire, en demandeur d'asile et raconte de l'intérieur leur parcours, leurs espoirs, leurs galères. 5 francs 99 aujourd'hui, 6 francs 09 le 11 janvier 94. Ce sera le prix à Paris notamment du litre de super. Les autres carburants vont également augmenter, y compris le super sans plomb. Et ce bénéfice nouveau ira dans les caisses de l'État. Frédéric Rota. C'est la surprise du chef sorti tout droit d'une lecture approfondie du budget 94. Il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais l'année prochaine démarra par l'augmentation du prix du super et du gazole, plus 10 centimes. Le super sans plomb, lui, fera un bond de 14 centimes. C'est bien simple, en un an, l'essence aura grimpé d'un demi-franc. Mais la prochaine hausse, comme la dernière en date, celle du mois de juillet, n'a rien à voir avec le coût du pétrole. Il faut savoir que le prix du baril est en chute libre. Il atteint en ce moment même un niveau proche de celui qu'il a connu avant le choc pétrolier de 73. C'est dire que le prix de l'essence est composé aujourd'hui à 80% de taxes. L'État se frotte les mains. La hausse de janvier prochain lui permettra de récupérer près de 5 milliards de francs. En frappant plus lourdement le super sans plomb, le gouvernement se met en accord avec une directive européenne. Directive qui préconise la réduction de l'écart de prix entre le super normal, appelé à disparaître, et le sans plomb, carburant d'avenir. La hausse à la pompe a déjà entraîné une baisse de la consommation de l'essence de 2 à 3%. Aujourd'hui, boucler sa ceinture, c'est aussi la serrer. Le choc produit par le viol et l'assassinat de la petite Karine a incité le ministre de la Justice à réagir dans le sens d'une plus grande sévérité. Pour éviter toute récidive, Pierre Méhaignerie propose que la condamnation à perpétuité pour meurtre d'enfants soit vraiment une condamnation à perpétuité. Dominique Verdeillan. Mercredi soir à Montpellier, Patrick Tissier sort du bureau du juge. Ce dernier vient de le mettre en examen pour meurtre et viol sur une mineure de moins de 15 ans. Il encourt la perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. Tout comme Christian Vangeloven, renvoyé hier devant une cour d'assises pour le double assassinat de Muriel et Ingrid en 91 à Elne. En 89, Pascal Legac fut le premier en France à être condamné à perpétuité assorti de 30 ans incompressibles. Une peine maximale votée en 86 lors de la première cohabitation. Car les gardes des Sceaux successifs font le même constat. La perpétuité n'existe pas, elle équivaut en fait à 22 ans de prison. Aujourd'hui, 2 dossiers sont suivis de près à la chancellerie. Celui de Lucien Léger, assassin du petit Luc Taron, en prison depuis 29 ans. Celui de Patrick Henry, meurtrier du petit Philippe Bertrand, il est libérable dans 3-4 ans. D'où la volonté de Pierre Méhaignerie que le terme perpétuité soit appliqué à la lettre pour les meurtres et viols d'enfants. D'où le souhait aussi de préconiser un suivi psychiatrique pendant et après la détention. Un projet de loi pour répondre aussi à ceux qui militent pour le rétablissement de la peine de mort. Roger Patrice Pelat est mort, mais le juge Jean-Pierre continue de s'intéresser à lui, plus précisément à ses archives. Il aimerait bien les consulter. Problème, où les trouver? Michel Fine, Maryse Richard. Il y a 3 ans encore, elle dormait là.
dans un appartement au 2e étage de cet immeuble du 12e arrondissement. Une centaine de cartons qui encombraient les murs jusqu'au plafond. L'appartement avait été loué par la femme de ménage de Roger Patrice Pelat. En septembre 89, en plein cœur de l'affaire Péchinet, l'ami du président devait décéder d'une crise cardiaque. C'est en mai 90 que la propriétaire de l'appartement commence à s'inquiéter. Le loyer n'est pas payé depuis 6 mois, elle voudrait récupérer les lieux et se débarrasser des cartons. Sur les conseils d'un ami, elle contacte Jean-Yves Garneau, directeur à l'époque d'une société de sécurité Century. Il y avait un contexte un peu particulier qui a fait penser à une affaire sulfureuse. C'est la raison pour laquelle on a décidé de prévenir des gens qui semblaient directement intéressés. C'est-à-dire l'Élysée. C'est-à-dire l'Élysée. Quoi faire? Une personne masculine m'a rappelé en disant que c'était M. Ménage, Directeur de cabinet du président. directeur du cabinet du président, que cette affaire, que j'ai réexpliquée, lui semblait trop personnelle par rapport au président et qu'il souhaitait ne pas intervenir dans cette affaire. Jean-Yves Garneau décide alors d'entreposer les cartons dans un local désaffecté en Essonne. 2 jours plus tard pourtant, 2 hommes qui se présentent comme des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur demandent à en consulter le contenu. Moi j'aurais laissé les clés parce que j'avais un rendez-vous. Je sais qu'ils ont commencé tout de suite certainement à ouvrir un des cartons et puis je suis parti, je ne sais plus rien du tout. Seulement 48 heures après, il y en a un qui a téléphoné au bureau en disant bon bah c'était pas très intéressant mais il fallait le faire, ou une phrase analogue à celle-ci. Quelques temps après, je veux dire, je suis venu pour prêter ce local à un peintre et il n'y avait plus de carton. Bon, j'ai constaté qu'ils avaient fait le ménage complet. Les 2 hommes étaient en fait 2 inspecteurs de la DST, division contre-espionnage. Selon la version officielle, ils n'auraient pas trouvé d'archives, seulement quelques papiers sans intérêt. Sur ordre de leur hiérarchie, ils auraient donc décidé de restituer à la famille de Roger Patrice Pelat ce qui lui appartenait. Une version qui ne satisfait pas Thierry Jean-Pierre. Le magistrat du Mans qui enquête sur les affaires de l'ami du président aimerait bien retrouver ses archives et savoir en particulier si elles ont été restituées dans leur totalité. Le mouvement intégriste palestinien Hamas fait ce qu'il dit. Il tente par tous les moyens de compromettre les espoirs de paix entre Israël et l'OLP. Il revendique ainsi l'assassinat d'un civil israélien, un jeune homme de 21 ans, tué à coups de couteau au nord de Tel Aviv. Mandela, au secours de De Clercq, au nom de l'intérêt commun, le leader noir a demandé à l'ONU de lever les sanctions contre l'Afrique du Sud. Gilles Rabin. On s'attendait à ce que ce soit lui, Frédéric De Clercq, le président sud-africain, qui demande aux Nations Unies la levée des sanctions économiques. C'est Nelson Mandela qui l'a fait devant le comité spécial contre l'apartheid. Pour le leader noir, la transition vers la démocratie est désormais inscrite dans les lois de l'Afrique du Sud. Mandela a cependant demandé que soit maintenu l'embargo sur les armes tant que ne sera pas en place un gouvernement multiracial issu des élections prévues pour l'an prochain. Une éventualité que l'extrême droite blanche a d'ores et déjà qualifiée de véritable déclaration de guerre. Et les États-Unis vont répondre à l'appel de Mandela. Ils vont sans aucun doute lever leurs sanctions contre l'Afrique du Sud. À Moscou, le Parlement continue de résister au Kremlin. Les uns et les autres évitent une bataille frontale. Mais un accrochage la nuit dernière a déjà fait 2 morts. Reportage dans la capitale russe de Marcel Tria et Gilles Dobler. On nous a donné l'ordre de laisser rentrer personne. Les gardes de la Maison-Blanche, qui obéissent toujours à Rouslan Kazboulatov, ont renforcé la surveillance cet après-midi autour du Soviet suprême. Mais le ministre de l'Intérieur leur a demandé de rejoindre les rangs de la milice et beaucoup auraient déjà répondu à l'appel. Tout autour, à bonne distance, les commandos d'OMON, les forces spéciales de sécurité aux ordres du gouvernement, est prêt à toute éventualité. Un grave incident dans la nuit a brusquement fait monter la tension. 2 morts, un policier et une vieille dame atteinte par une balle perdue, un autre policier blessé lors de l'attaque par une dizaine d'hommes armés contre l'état-major de la CEI, la communauté des États indépendants. Parmi les suspects arrêtés peu après, 7 hommes que nous avions filmés hier après-midi aux abords de la Maison-Blanche, entourés d'un petit commando armé de Kalachnikov. Hier dans la soirée, au Parlement, séance solennelle du Congrès des députés du peuple aux allures de baroud d'honneur. Il confirme la destitution de Boris Yeltsin et son remplacement par Alexandre Routskoy, mais on leur a coupé le téléphone et ils n'ont droit ni à la radio ni à la télévision pour diffuser la nouvelle. Aujourd'hui, autour de la Maison-Blanche, les derniers fidèles renforcent désespérément leurs pseudo-barricades. Autour d'eux, leurs seules armes, des cailloux. Vos cailloux ne vous sauveront pas. Il n'y a que l'armée, les officiers patriotes qui pourraient le faire, et personne d'autre.
À l'intérieur du bâtiment, quelques rambots en cagoule, mais qui ont déposé leurs mitraillettes au vestiaire, et quelques députés conservateurs qui s'accrochent toujours à leurs dernières illusions. Même si le sang coule, sur le plan historique, le régime de Yeltsin est condamné. Mais où sont ceux qui soutiennent Yeltsin? La réponse est simple, ils sont chez eux à attendre tranquillement la victoire totale de leur président, qui ne fait désormais plus aucun doute. Notre ami Jean-Louis Melin a été rapatrié de Mogadiscio et hospitalisé au Val-de-Grâce à Paris. Le caméraman de France 2, blessé en Somalie lors d'un reportage, avait reçu plusieurs éclats de balles dans la poitrine, mais ses jours ne sont pas en danger. Une information importante pour des dizaines de milliers de personnes qui souffrent de polyarthrite, une forme sévère de rhumatisme. Un traitement qui s'attaque à la cause même de la maladie vient de donner des résultats prometteurs. Jean-Daniel Flézaquier. Elle a mal, Marie-Thérèse. Mal aux coudes, mal aux pieds, mal aux mains. Mal depuis 20 ans à cause d'une maladie qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde et qui la gêne beaucoup. Le ménager, c'est surtout éplucher les légumes, me couper la viande ou des choses comme ça. Donc j'ai souvent besoin d'aide de mon mari. Bon, le repassage aussi est assez difficile parce que quand on est 1 heure ou 2 à repasser, j'ai du mal à redresser la main. Bon, puis je ne peux pas porter de lourd. La maladie se traduit par la destruction du cartilage des articulations en même temps qu'apparaissent des gonflements douloureux. Au bout de quelques années, les os semblent même soudés entre eux. La cause de la maladie, c'est l'attaque du collagène, une substance contenue dans le cartilage, par les propres cellules de défense de l'organisme du malade qu'on appelle des lymphocytes. Mais des chercheurs américains ont peut-être trouvé le moyen de domestiquer ces lymphocytes agressifs et ils publient les résultats de leurs travaux aujourd'hui dans la revue Science. Ces chercheurs ont utilisé du cartilage provenant de poulets, en ont extrait le collagène qu'ils ont mis dans une solution buvable. 30 malades ont bu de cette solution et alors on a constaté que les lymphocytes n'attaquaient plus du tout le collagène de ces patients atteints de polyarthrite. On a l'impression que le produit administré joue un certain rôle de vaccin et qu'il détourne les cellules, les lymphocytes qui entretiennent et qui participent à l'inflammation de leur mauvaise action pour favoriser l'apparition de cellules régulatrices. Les malades ont été améliorés, mais surtout 4 d'entre eux ont vu l'évolution de la maladie complètement interrompue, ce que l'on appelle une rémission. C'est dire si les médecins, mais surtout les patients atteints de cette affection, attendent avec impatience la suite des travaux. J'ai tout à coup un regret, j'aurais dû vous donner plus tôt la nouvelle la plus spectaculaire de ce journal, la Terre n'est pas ronde. Et Stella va le prouver. Stella, c'est l'un des 7 satellites que la fusée européenne Ariane va mettre en orbite la nuit prochaine. Patrick Esther. Des 7 satellites lancés par Ariane, Stella est incontestablement le plus étonnant. C'est une boule constituée essentiellement de miroirs capables de réfléchir des rayons laser émis depuis le sol. À bord, c'est rustique. Ni ordinateur, ni moteur. Stella devrait ainsi pouvoir rester opérationnel durant 2000 ans sans connaître de panne. Oh, il est à peine plus gros qu'un ballon de foot, mais il doit jouer un rôle de toute première importance, car grâce à lui, on va pouvoir connaître avec une très grande précision la forme de la Terre. Parce que si pour le commun des mortels la Terre est ronde, pour les scientifiques, notre planète ressemble à une véritable patate. Bien sûr, cette animation multiplie 100 000 fois les défauts de la surface, mais enfin quand même. Depuis le XVIIIe siècle, les savants avaient compris que la Terre était aplatie au pôle Nord et au pôle Sud, ce qui du reste n'avait strictement aucune importance pour eux. En revanche, aujourd'hui, quand par exemple vous voulez creuser un tunnel sous la Manche, vous avez besoin de vous baser sur des points de repère très précis pour que les deux parties se rejoignent au même point. Ça vaut mieux. Les orbites suivies par les satellites sont déformées par les variations du champ de gravité terrestre, mais aussi par la composition interne de la planète. Si vous savez mesurer les déformations de la trajectoire du satellite à quelques centimètres près, vous pouvez en retour obtenir des informations sur la dérive des continents, les hauteurs des marées, les surfaces des océans, etc., etc. À l'avenir, il suffira donc d'envoyer un rayon laser vers le satellite, puis de mesurer le temps que la lumière met à revenir pour connaître l'altitude de n'importe quel point du globe. Des expéditions sont déjà prévues grâce à des stations laser miniaturisées et mobiles. On pourra ainsi explorer l'hémisphère sud, où les mesures sont encore beaucoup trop peu nombreuses. Embouteillage prévisible, porte de Versailles à Paris, pour un salon qui va attirer la jeunesse, forcément, est exposé l'un des objets les plus controversés de notre fin de siècle, celui qui fait rêver les jeunes et trembler leurs parents, la moto. Marc Maisonneuve, Alain Dubas.
Au petit déjà, Romain et Alexandre en rêvaient. Sitôt le permis en poche, ils l'ont eu leur moto. L'objet de leur désir, une moto forcément plus grosse. Celui qui a une 125 rêve d'une 600 et celui qui a une 600 d'une 1100. C'est toujours un 600. Rêve de puissance, rêve de grandeur, rarement terni par l'idée de l'accident. Une fois qu'on est dessus, c'est grisant quoi, comme sensation. Non, je ne pense pas. Et puis il vaut mieux pas y penser d'ailleurs. En 92, 945 motards ont été tués dans un accident de la circulation. Pourtant, si on en parle à Romain, il vous répond sensation, ligne, bruit. Je suis vraiment attiré par le bruit d'une moto, c'est fantastique. Il y a un bruit exceptionnel. C'est de la musique. Ah ouais, c'est superbe. La moto, c'est le rêve, ça coûte cher, ou c'est la peur de l'accident? C'est le rêve. Je crois qu'il ne faut pas confondre des gens qui sont jeunes, qui utilisent des machines ultra sportives, et des gens qui se rallient aux deux roues, qui viennent comme alternative aux moyens de transport habituels et à l'automobile pour des raisons pratiques. Deux mondes qui se côtoient et qui s'ignorent. 2 millions de cyclomoteurs ou scooters et 1 million de motos roulent en France aujourd'hui. De l'engin fabriqué à l'unité à la moto, objet de grande consommation, 748 marques sont présentes au mondial du deux roues. 300 000 clients potentiels sont attendus pour dynamiser un marché en baisse de plus de 12% sur les 8 premiers mois de l'année. Ils pourront parcourir les 12 km de moquettes installées exprès pour l'occasion. Et Romain pourra poursuivre son rêve devant l'unique exemplaire de la plus grosse moto du monde. Les postiers marchent beaucoup dans nos villes polluées. Ils ont parfois envie d'aller respirer un autre air. La Poste les comprend. Elle leur offre le tour du monde à la voile, en équipage. En tout cas, à ceux qui savent naviguer. Christophe Duchiron et André Germain sont à Southampton, en Angleterre. Tous les jours, elle prend le large, mais pas bien loin. Valérie Laroche fait le tour du 12e arrondissement de Paris. Et elle rêve. Amarres larguées, courriers distribués, postiers dans la rue ou bien sur l'eau. On craint les intempéries. Ça ne veut pas dire que nous, on ne sera pas trempés aussi. Hein. Il y a eu des moments où on a fait des tournées sous la pluie, on n'est pas, quand on revient à la place, on n'est pas sec aussi. Valérie, elle a pris l'aventure Whitbread à la lettre. Quelques mots d'encouragement à Daniel Mallet, le skipper du bateau. Une lettre qui a fait son chemin de Paris à Southampton. Daniel Mallet, lui, il a une gueule de marin. Il y a 20 ans, il était au Tripostal à Nantes. Le voilà embarqué aujourd'hui dans l'aventure de la Whitbread, avec 15 hommes à bord, des postiers mais aussi des marins expérimentés. Malais du caractère, il ne parle pas pour ne rien dire. Quand on veut quelque chose, il faut donner les moyens. Et là, je crois que je suis en train d'avoir les moyens. Oui, je pense que très tranquillement, on peut jouer le podium cette fois-ci. Un petit coup de clé par-ci, un coup de chiffon par-là, un tour en l'air, du nettoyage dans l'eau. On dit que la Whitbread, c'est 80% de préparation, 20% de navigation, ou quand la voile ressemble à la Formule 1. Pas question de faire un arrêt au stand, donc le moins d'arrêt est fatal puisque ça va certainement jouer à quelques heures, peut-être moins. Donc effectivement, il faut que techniquement le bateau soit parfaitement prêt. À partir de demain, la Poste entreprend un voyage au long courrier, 9 mois, avec des escales au bout du monde. Avec l'envie de gagner, bien sûr, mais Daniel Mallet a aussi le souci de faire rêver le monde et faire rêver Valérie, la postière du 12e arrondissement. Les premiers films sont souvent réussis. Rémi Duchemin vous propose Fausto, aucun lien de parenté avec Faust ou copie. Fausto, c'est un adolescent de 17 ans qui démarre mal dans la vie, il est orphelin, mais qui se rattrape et découvre attendri les copains, les nanas et l'amour. Il est à bonne école, celle de Jean-Yann. Éric Perrin, André Issora. Il y a des films où ça se passe comme ça. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir un café, s'il vous plaît? Je pourrais pas... Non, ferme. Et puis il y en a d'autres. Est-ce que je pourrais avoir de la monnaie pour téléphoner, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Qu'est-ce que je vous offre? Un whisky? Non, une coupe de champagne. Ça se passe comme ça chez vous? Bah ouais, pourquoi pas. Rémi Duchemin aime les sourires sincères. Son film, Un conte de fées, est à son image. L'histoire de Fausto, orphelin. Placé chez un tailleur juif, sa vie va basculer. Amitié, amour, réussite. Disons-le, ce film est une bouffée de bonheur, la preuve par 35 mm qu'on peut rêver. Ça nous répond tous? Un film un peu le reflet de ce qui s'est passé pendant le tournage. Et là, s'il fait soleil, il a peut-être fait soleil un peu sur le tournage. Qu'est-ce que t'aimes le mieux à manger? Du civet de lapin. Ah bah vieux, ça a le goût de civet de lapin. Ça a le goût de ce que t'aimes le mieux, civet de lapin ou crème caramel.
Sache que la femme est bien plus difficile à habiller que l'homme. Parce que la femme possède 3 ventres, son propre ventre, et les 2 seins qui sont les ventres de son buste. Vêtir 3 ventres, c'est très difficile, mais ça l'est encore plus parce qu'elle possède un 4e ventre que sont ses fesses, que je compte pour un ventre seulement, parce qu'elles sont enveloppées dans la petite culotte, et ça, tu ne t'occupes pas de la petite culotte, ce sont les frères Schwartz en face qui les fabriquent. À chaque fois, les spectateurs, ils sortent de la salle avec le sourire et avec un espèce de bonheur, et ils vous disent merci, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un film comme ça, quand est-ce que vous en faites un autre? Donc ça marche, voilà, et c'est agréable. Oubliez tous les grincheux qui reprocheront à ce film d'être léger. Fausto, c'est le parti pris de la romance, de la fantaisie, de la tendresse. Ils étaient bons les gâteaux de Myriam? Je suis bien triste. Tu écris que tu m'aimes, mais non. Tu aimes toute la rue. Bientôt toute la ville. Faut choisir, Fausto. Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai un bouton sur le bout du nez? Et que vivent les sourires. Si vous n'avez pas vu le début du journal, je vous rappelle les 2 nouvelles du soir. Alain Prost a abandonné la Formule 1 et l'abbé Pierre a rejoint les squatters de l'avenue René Coty à Paris. Philippe Boisserie. Il y a 2 jours, Jean Tibéri refusait tout dialogue ou toute négociation avec ceux qu'il appelait des squatteurs. Aujourd'hui, l'abbé Pierre l'a contraint à venir débattre sur place. Car les gens n'étaient plus dans les lieux. Comment peut-on considérer qu'on leur donne un délai supplémentaire alors qu'ils n'y sont plus? Et la cour d'appel le savait pertinemment. Ils ne sont pas squatteurs, ceux-ci. Ils étaient entrés là avec un papier signé des locataires qui les autorisait. Mais le juge les a expulsés, mon père. Le juge les a expulsés. Eh oui, c'est qu'il a reconnu le droit. Mais ils n'étaient pas squatteurs. Les 2 hommes sont ensuite rentrés dans l'école, sans doute pour constater l'impossibilité d'occuper des locaux en plein travaux. Mais après tout, ce que souhaitent les 17 familles, c'est un toit, ici ou ailleurs, mais un vrai toit. Et la suite, bien sûr, vous l'aurez dans le journal de Philippe Lefay à 23h40. Programme sur France 2 est superbe ce soir. Colis d'oseille, 20h50, pour vous faire rire. Ensuite, 22h30, Bouillon de culture. Bernard Pivot reçoit, si j'ose dire, le succès de cette rentrée, Le Grand Amour chez Seuil, d'Éric Orsena, grand écrivain. À minuit 5, L'ombre d'un doute d'Alfred Hitchcock. Demain, Hervé Claude vous présentera le premier journal à 13h, puis à 20h. Et dans un instant, la météo d'Isabelle Martinet. Bonne soirée sur France 2. Bonsoir.